Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Après, moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi le transhumanisme est si peu populaire, je sais pas si populaire ou si on en parle si peu. Est-ce que c'est parce que finalement les promoteurs du transhumanisme en donnent une... Tu vois, est-ce que on le juge ad hominem en fait? C'est le sentiment que j'ai par rapport au transhumanisme californien, qu'en France il est jugé ad hominem parce que les promoteurs du transhumanisme en Californie sont considérés comme des sales ultra-libéraux qui pensent qu'à eux, etc. Enfin, et que globalement on les juge un peu sur leur attitude plus que sur leurs aptitudes. En France, t'as Laurent Alexandre qui lui défend d'être un transhumaniste mais qui est quand même assez clivant et l'association, enfin les acteurs un peu plus engagés mais souterrains sur l'association française de transhumanisme, etc. Ils sont pas très visibles, quoi. Alors pourquoi ils sont pas très visibles, je sais pas. Mais le fait est que ça reste des sujets un peu comme la science-fiction, comme la littérature SF dans les années 70, quoi. C'est des sujets qui, t'as l'impression que ça intéresse pas. C'est un truc, ça fait un peu, c'est ça, ça fait un peu geek, quoi. Enfin, ça fait un peu nerd plutôt, quoi. Et donc, pourquoi? Je sais pas. Mais pourquoi? C'est parce que tant qu'il y aura pas quelque chose d'un peu plus mainstream, ça restera vachement théorique. Ouais, en fait, il y a beaucoup de paradoxes par rapport à ça, parce que finalement, la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'on vit déjà dans une ère extrêmement transhumaniste, et ils s'opposeraient pas. Toi, s'ils ont un enfant qui commence à perdre l'audition, aujourd'hui, il existe les implants cochléaires qui permettent de tout simplement rétablir l'audition pour une personne. On a de plus en plus de moyens aussi pour faire la même chose avec la vue. Même le téléphone, d'une certaine façon, le smartphone, on a accès à Internet en permanence, on a accès à une base d'informations incroyable. On étend notre mémoire grâce à ça. Enfin, il y a une sorte de vie quotidienne transhumaine, mais les grandes idées transhumanistes ont tendance à être, alors spécialement en France, un petit peu rejetées parce qu'il y a toujours cet argument que c'est pas naturel, qui a l'envie de jouer à Dieu, enfin ce genre de choses qui peut revenir. Moi, j'aime plus le côté transhumaniste qui nous vient d'Angleterre, notamment du Future of Humanity Institute. Donc, c'est des personnes comme Nick Bostrom ou Anders Sandberg ou comment il s'appelle Pierce, je crois, David Pierce, voilà, qui finalement, je trouve qu'ils sont les enfants du siècle des Lumières, quoi. C'est plutôt étendre les idées de la rationalité, utiliser la raison, la science, la technologie, le progrès, les idées de progrès pour appliquer ça à la société et à ce que ça veut dire d'être humain. Je pense au bout du compte, le transhumanisme, c'est l'idée de se dire que l'évolution humaine n'est pas arrivée à son terme et qu'il y a encore un long chemin à parcourir et que si on a la possibilité il y a des injustices qui existent, des injustices naturelles qu'on peut tenter de résoudre par la société, comme tu disais, adapter la société au plus grand nombre, par des mesures comme des villes plus accessibles aux personnes handicapées, par exemple. On peut aussi utiliser la technologie pour réduire les injustices sociales, les injustices naturelles, biologiques, comme quelqu'un qui naît avec une maladie héréditaire. On peut utiliser des outils d'édition génomique pour guérir ça. Ouais, sachant que, effectivement, comme tu le dis, il y a déjà en fait des choses qui sont faites. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand tu fais de la fécondation in vitro, quand tu recours à un donneur, notamment pour du sperme ou des ovocytes, les donneurs, enfin en tout cas en France, on prend pas n'importe qui, quoi. La sélection à l'entrée pour être donneur sur du sperme ou des ovocytes en France, elle est énorme. Ça veut dire que si tu as un enfant via une fécondation, via une insémination artificielle, etc., on fait en sorte qu'il soit, que voilà, t'es un enfant sain, quoi. C'est assez horrible à dire et le terme est très maladroit, mais globalement il y a beaucoup de sélection, il y a beaucoup de barrières à l'entrée, donc ils prennent pas n'importe qui. Et du coup, et tout le monde y aspire, quoi. Je veux dire, tu peux accepter la fatalité quand t'as pas eu le choix, tu vois, avoir un enfant handicapé, voilà, il est arrivé, on l'a voulu, il est handicapé. Et voilà, on arrive à faire face. Et finalement, en France, on a un système médico-social qui fait que
les enfants handicapés, notamment ceux qui ont un handicap mental, genre comme la trisomie 21, ont quand même une espérance de vie qui augmente, tu vois. Et c'est pas forcément le cas dans tous les pays. En Angleterre, la politique vis-à-vis du handicap est très différente. Et donc, l'espérance de vie des personnes qui souffrent d'un handicap mental augmente pas avec la même intensité qu'en France. Bon, ok, c'est bien. Mais si on trouvait des moyens pour faire en sorte pour pouvoir corriger ces handicaps. Tu vois, il y a tout un questionnement. C'est un peu, finalement, tu rejoins un peu le questionnement sur les OGM. Et sur est-ce qu'un OGM, c'est mal en soi, ou est-ce qu'un OGM, c'est mal parce que Monsanto, quand ils font des OGM, c'est pour gagner de la thune et ils pensent qu'à ça. Et toute la question sur tuer la mort, c'est pareil. Ça rejoint la même chose. Parce que, encore une fois, les transhumanistes californiens, qui sont un peu ceux qui inspirent le truc, tu t'imagines que si eux, ils y pensent, ce sera pas quelque chose d'universel, quoi. Il y aura quand même, ça va encore créer des distorsions entre les riches et les pauvres, entre les pays qui peuvent se le permettre et les pays qui peuvent pas se le permettre, avec des visions dystopiques. C'est ça, où t'as les riches un peu qui vivent entre eux, là, un peu oligarchie, quoi, et puis les pauvres qui triment en bas et qui crèvent la dalle et qui accèdent pas à toutes ces technologies merveilleuses. Mais en fait, ça, c'est un filtre. Encore une fois, c'est que parce que t'as une perception de l'évolution technologique qui est distordue par ta compréhension du monde actuel, par les idéologies et par la façon dont les choses se font. Et est-ce qu'on peut essayer d'imaginer quelque chose, un peu faire un exercice de pensée, et essayer d'imaginer ce que ce serait dans une société qui serait pas la nôtre. Ouais. Tu vois, de se dire dans l'absolu, voilà, soigner la cécité, dans l'absolu, c'est bien. Enfin, c'est souhaitable, parce que c'est pas même bien ou mal. Est-ce que c'est souhaitable? Oui. Bon, dans ce cas-là, essayons. C'est ça, je pense, en fait, moi, ce qui est dérangeant dans la résistance sur l'évolution technologique, et notamment sur typiquement moi les implants cochléaires, c'est un sujet que je trouve super intéressant, ou même le fait de pouvoir, même si pour le moment ça reste extrêmement théorique, c'est de basculer sa conscience dans un ordinateur. C'est que ça se heurte en fait pas tant à ça se heurte d'abord à des visions idéologiques et éthiques et morales de ce que l'humain a le droit de faire ou a le droit d'être, ce qui définit ce qu'il est, etc. Quoi. Et finalement, les transhumanistes type Peter Thiel, etc., ou même Elon Musk, eux, ils font abstraction de ça. En fait, ils ont un peu positionné leur curseur moral par rapport à ces sujets-là. Et du coup, ça pose pas un problème. Donc, c'est tout le paradoxe, en fait, sur est-ce que c'est à la société de décider ce qui est bien pour moi, ou est-ce que c'est à moi, tu vois, et on revient sur la question, les questions philosophiques, philosophie fondatrice, etc. T'as le même débat sur le droit de choisir sa mort. Pourquoi c'est possible en Belgique et en Suisse et pas en France? Tu vois, il y a pas de. C'est parce qu'il y a un comité national d'éthique en France qui a décrété que c'était pas possible. Le clonage, pourquoi les Chinois ils font du clonage? Même si les autres ils disent c'est pas bien, ils vont pas, voilà, ou l'augmentation cérébrale, quand ce sera possible ils en feront. Donc voilà, aujourd'hui si tu veux faire une PMA, tu vois, tu peux pas la faire en France parce que tu rentres pas dans les critères, tu peux aller le faire dans d'autres pays en payant, quoi. Donc en fait tout ça existe déjà, et encore une fois, comme on touche à des choses qui sont liées aux aspirations individuelles, à partir du moment où il y a un pays où ce sera possible, les gens qui pourront, les gens le feront. Tu vois, c'est comme aller adopter, c'est comme aller acheter un enfant en Afrique ou en Colombie, parce que tu peux pas adopter en France. Évidemment, tout le monde peut pas le faire, mais il y a quand même des gens qui le font. Et donc pour moi, le questionnement, c'est pas tant est-ce que c'est juste, est-ce que c'est juste ou pas juste par rapport à la société telle qu'on la connaît, mais est-ce que ça c'est utile par rapport à la vie, quoi. Est-ce que si on trouve un moyen de faire en sorte que les enfants naissent pas aveugles,
on doit y aller, ou est-ce qu'on doit se dire ah bah non on le fait pas parce que tout le monde pourra pas y accéder. Ouais bah d'accord, mais dans ce cas-là on fait rien quoi, tu vois, dans ce cas-là on n'invente pas l'avion, on Et n'invente oui, pas et puis l'iPhone, il y a quand tu même vois quoi. une tendance dans l'histoire des technologies, c'est la démocratisation. Et c'est d'ailleurs, je sais plus c'est qui disait ça, mais il me semble que c'est peut-être Elon Musk. Il disait que la première version des technologies sont souvent chères et marchent pas. Par exemple, si tu prends le téléphone portable, dans les années 80, c'était des gros blocs carrés, c'était presque des Ouais. téléphones fixes que tu te baladais avec dans ta voiture et ils marchaient pas très bien. Et au moment où ça marche bien, que c'est esthétique, c'est petit, et, ben en fait ça a déjà atteint le marché, enfin ça a atteint la masse quoi. Au niveau médical, il y a forcément certains types de traitements qui sont chers et qui bénéficient forcément les personnes qui peuvent se procurer. Je sais que bon, aux États-Unis, ils ont un système encore très particulier, donc j'entends beaucoup d'inégalités venir de là, plus qu'autre chose, mais je sais qu'il y avait une série d'ailleurs sur Netflix qui parlait du génie génétique. Je te l'encourage à regarder, elle est très très bien. Et il expliquait qu'il y avait un petit garçon qui était né justement avec un problème de vue et qu'il y avait un moyen, une nouvelle technologie qui avait été approuvée par la FDA, qui est en gros qui se base sur CRISPR-Cas9, donc utiliser les outils d'édition du gène Ouais. pour établir la vue, sauf que ça coûte plus d'1 million. Donc cette famille, elle se Ouais. retrouvait désespérée, en train de trouver comment réunir l'argent. Toi, tu peux en faire un film, quoi. La question, c'est de savoir dans combien de temps ça sera accessible au plus grand nombre. Et je pense que ça le sera. Je veux dire, j'imagine mal. Ou alors les gens vont aller dans la rue pour manifester, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment donné, on réclamera nous-mêmes, Mm. si il existe des traitements contre le vieillissement qui sont efficaces, ce sera Ouais, difficile. bah c'est ce que dit. Il me semble que c'est ce que dit Laurent Alexandre dans La Guerre des intelligences, c'est qu'à partir du moment où ce sera possible, les gens vont le réclamer. Ouais. Et à partir du moment où ça devient un produit de masse, ça se développe. C'est en fait, moi j'ai un ami qui travaille sur des projets de robotique domestique, donc le Pepper Ouais. et compagnie. Et donc actuellement, lui, il travaille plus au début, il faisait du paper et maintenant il est passé sur un autre robot. C'est un robot américain qui s'appelle Temi, qui a été inventé c'est une boîte américaine qui a été montée par des Israéliens. Et c'est pas un robot humanoïde en fait, ça ressemble un peu à un iPad sur des Ah ouais, j'ai roulettes déjà vu. quoi. Ouais. Il m'expliquait que alors, au début il travaillait avec Pepper, donc avec SoftBank Robotics, donc la société qui distribue Pepper, et il disait le problème c'est que c'est contrairement à l'iPhone, c'est où tu peux développer des applications et puis derrière tu l'envoies à Apple et puis ils te donnent le feu vert et puis ils le mettent sur l'App Store. Paper, tu peux pas en fait, tu dois bosser avec SoftBank pour développer D'accord. des applications. Et comme c'est des mecs qui viennent du hardware, toute la partie application, ils sont pas câblés pour. Et ça c'est quelque chose que les gens ont un peu du mal à comprendre quoi. C'est qu'un robot finalement t'as deux parties. T'as le robot et en fait Mhm. ses capteurs. Et puis tu as ses programmes. Et que si son programme il est pourri, bah, ça va te donner comme les applications merdiques que tu peux avoir sur un smartphone. Je veux dire, le smartphone il est génial, mais si tu chopes une application qui a été codée qui a été mal codée, qui est pourrie, qui fait chauffer ton téléphone, Oui, bah, elle est pas bien sûr. bien, quoi. Et c'est pareil avec les robots. Et lui, il me disait, le moment où un peu un peu le moment où ça va décoller, bah, c'est le moment où on trouvera des applications grand public. Parce qu'il y a qu'à ce moment-là, quand les gens vont vouloir, quand tout le monde en voudra un robot chez soi, bah, le marché, en fait, il va se déclencher comme ça s'est passé pour les Ouais. smartphones, en fait. Le marché s'est déclenché parce que les Mhm. gens en voulaient. Et au départ, les early adopters, ils en voulaient, alors qu'avec l'iPhone, tu pouvais rien faire. Et petit à petit, il y a eu Bien une sûr. accélération. Et lui, il me dit, enfin, sa perception du marché, c'est que les robots domestiques, c'est des super relais de croissance pour des boîtes comme Amazon qui font de la livraison à domicile, quoi. Et il dit, et donc du coup, c'est ça en fait, c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans les maisons. Et lui, il est très critique vis-à-vis des sceptiques en fait sur la robotique qui disent oui mais les robots ils vont me voler mon travail, etc. Parce que il pense qu'à partir du moment où tu as démontré que le robot domestique il facilite ta vie, bah tu le prends, c'est un peu comme le smartphone quoi, tu vas pas dire Mhm. bah non j'en veux pas. Et en revanche, lui il pense pas que les robots vont que ça va faire comme dans la trilogie, enfin comme dans Asimov quoi, ils pensent pas qu'en fait les gens vont devenir misanthropes et vivre et s'entourer de robots et vivre qu'avec des robots parce que c'est chiant en fait quoi. Donc
Donc en fait, ils pensent que ça va plutôt contribuer à faciliter les relations humaines plutôt que contribuer à accélérer l'isolement des êtres humains. Et il explique beaucoup mieux que moi, mais je trouve que c'est intéressant encore une fois, on en revient toujours sur ce qu'on disait tout à l'heure, de pas évaluer un changement de paradigme à l'aune du paradigme actuel. Et de pas se dire ah bah non mais les robots domestiques ça va forcément être mal parce que on fera plus ci, on fera plus ça. Si on regarde, si on essaye de comprendre la société d'aujourd'hui, pourquoi il y a des gens isolés, etc. Bah c'est un peu la faute au progrès. Mais est-ce qu'on peut revenir en arrière? Difficilement, parce que ça veut dire revenir sur des sociétés très communautaires, qui sont plus vraiment faciles compte tenu du développement actuel. Si on peut pas revenir à la situation antérieure, tu vois, genre c'était mieux avant, et qu'on est obligé de faire avec la situation actuelle, comment est-ce qu'on peut faire bouger les lignes et quels outils, quelles innovations, quelles technologies peuvent nous y aider? Et je pense que c'est ça, en fait, vraiment la réflexion et l'espèce de point de bascule, c'est d'admettre que l'amélioration, elle est dans le développement, quoi. Elle est pas dans le repli, dans comment ça s'appelle, la décroissance et le retour en arrière, tu vois, le côté comme c'est dans Ravage, tu vois, que ça se passe comme ça. La société s'effondre, voilà, l'énergie arrête, en fait, c'est une espèce de changement de paradigme physique, quoi, où l'énergie arrête de faire de l'énergie. Et donc, du coup, il y a un retour un peu à l'âge, pas à l'âge de pierre, mais bon, à l'âge antique. Et malgré ça, tout à la fin du bouquin, il y a quand même un mec qui dit « Ouais, viens voir, j'ai inventé une machine, tu vas voir, c'est cool. » Donc, en fait, cette quête du progrès et de la simplification, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez ancrée en nous et qu'on cherche quand même toujours un peu à se faciliter l'existence, quoi. Donc tu peux le refuser et dire ah, non moi je veux continuer à vivre dans une grotte et puis pas avoir l'électricité et puis avoir des chiottes au fond de la cour. Mais bon, tu seras toujours un peu minoritaire avec cette façon, un peu cette philosophie. Et la philosophie mainstream, ce sera quand même toujours la quête vers la facilité, quoi Bien qu'elle sûr, nous et apporte, puis je trouve qu'il y a un lien très direct avec la compréhension qu'on a de la réalité. Je veux dire, c'est la poursuite de la science. Et donc, quand on découvre de nouvelles façons, plutôt quand on décode la réalité, hein, on obtient c'est un peu comme des bonus, c'est dans un jeu vidéo, quoi. On obtient des capacités, en fait. Je veux dire, quand tu découvres comment fonctionne le noyau atomique, on obtient l'énergie nucléaire. Après, il y a l'ingénierie qui vient derrière pour créer ces technologies. Pour moi, l'être humain est indissociable de la technologie, quoi. C'est vraiment ce qui définit notre espèce. Si on définit la technologie comme l'accumulation de ce qui nous sert à accomplir des tâches, finalement. À travers les générations, on a une sorte de passage de relais. Évidemment que le citoyen moyen, il pourrait pas, si on le place dans la forêt, il va pas réinventer toutes les technologies qu'il y avait avant, parce que on repose sur ce qu'ont fait nos descendants, quoi. Nos ancêtres. Et c'est à nous aussi de continuer ça, hein. On a un devoir moral, je dirais presque, de pas tout gâcher, quoi, de pas tout foutre à la poubelle. Il faut que les prochaines générations aient une vie meilleure que nous. Je pense que c'est vraiment dans la nature humaine, quoi, de quêter la quête vers le progrès, quoi.